Le bateau n'a pas longtemps résisté. Cette cassure du vraquier qui s'est échoué le 26 juillet dernier au large de l'île Maurice paraissait inéluctable depuis plusieurs jours. Entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont échappées de ses flancs, éventrées et ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés avec des forêts de mangroves et des espèces menacées. Les équipes d'intervention ont mené une course contre la montre pour pomper le reste du carburant alors que le bateau menaçait de se briser à tout moment. Il est estimé qu'une quantité non récupérée de carburant s'est échappée du navire. Selon les autorités, il reste environ 90 tonnes de carburant à bord au moment où le bateau s'est cassé en deux. L'équipe de secours prévoit de remorquer les 2 tiers avant de l'épave et les couler au large pour éviter des dégâts supplémentaires. La partie restante du bateau est encore coincée dans le récif. Le gouvernement mauricien a été accusé de négligence, la population de cette île touristique se demandant pourquoi si peu avait été fait entre le moment où le vraquier s'est échoué et l'apparition de la fuite. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a estimé qu'aucune erreur n'avait été commise et a refusé de présenter des excuses. L'effondrement d'un immeuble classé du début du XXe siècle situé dans le centre du Caire a fait 5 blessés samedi. Aucun décès n'était à déplorer dans l'immédiat. Plusieurs responsables se sont rendus sur place et ont suivi les opérations de sauvetage de 14 personnes, dont 5 ont été transportées à l'hôpital à cause de leurs blessures. Une enquête a été ouverte pour évaluer l'impact de cet effondrement sur les bâtiments voisins, a indiqué le gouvernorat du Caire sur Facebook. Il a également précisé que l'immeuble abritait des commerces et que seulement 2 appartements étaient habités. Situé sur l'une des principales artères du centre-ville du Caire, près de la célèbre place Tahrir, l'édifice de 14 étages a été construit en 1900, a précisé sur Facebook Soker Zaki Hawaz, urbaniste et membre de l'Organisation nationale pour l'harmonie urbaine, chargé de la mise en valeur du patrimoine urbain. Le centre-ville du Caire, où de nombreuses constructions datent du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, a longtemps hébergé la bourgeoisie cairote et d'importantes institutions publiques. Mais bien qu'ils soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces immeubles sont pour la plupart délabrés ou à l'abandon. Arborant des drapeaux soudanais et des banderoles sur lesquelles ils réclamaient justice, paix, réforme du système sécuritaire ou encore mise en place d'un pouvoir civil, quelques 3000 personnes ont marché au son des tambours jusqu'au siège du gouvernement au cœur de la capitale soudanaise. Et ce, à l'appel du comité de lutte des résidents, une des composantes ayant mené la contestation anti-Béchir. La plupart ont fait part de leur frustration liée à la lenteur dans la réalisation des objectifs de cette période transitoire, un an après la signature de l'accord. Nous sommes venus souligner une chose. La rue est toujours vivante. Nous insistons sur la nécessité de l'unification. Je voudrais rappeler que nos revendications sont une et que cela ne changera pas. La plus importante est le châtiment pour les martyrs. Et deuxièmement, la justice sociale. Ensuite, la formation des conseils législatifs, la formation de la commission de la paix et l'achèvement des structures de pouvoir. Le conseil militaire, à la tête du Soudan, et les meneurs de la contestation ont signé le 17 août 2019 une déclaration constitutionnelle finalisant un accord historique pour un transfert progressif du pouvoir aux civils après des mois de protestation populaire. Le texte prévoit des élections en 2022 pour prendre le relais d'un conseil législatif qui n'a toujours pas été mis en place, ainsi que l'aboutissement des négociations de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et dans le sud du pays et le redressement de l'économie exsangue. Le renvoi du ministre de la Défense Lema Megersa dans le cadre de remaniement gouvernemental plus large, annoncé sur Twitter, est une nouvelle preuve des dissensions opposant le Premier ministre Abiy Ahmed à plusieurs hauts dirigeants oromos sur la manière de mener la transition démocratique. Devenu Premier ministre en avril 2018, Abiy Ahmed a été chargé de conduire l'Éthiopie vers des élections réellement démocratiques. Ce scrutin devait initialement avoir lieu fin août, mais a été reporté sine die en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie du nouveau coronavirus.
De nombreux Oromo reprochent à Abiy Ahmed de ne pas avoir répondu aux aspirations de leur communauté qui s'est longtemps estimée marginalisée politiquement et économiquement. Dans une interview en novembre avec le service en langue Oromo de Voice of America, le ministre de la Défense avait en particulier dénoncé la décision de Abiy Ahmed de fusionner en un seul parti la coalition de 4 partis régionaux établis sur des bases ethniques qui avaient dirigé l'Éthiopie pendant 3 décennies. Lema, ancien patron de l'actuel chef du gouvernement quand il dirigeait la région Oromia, a également rejeté sa philosophie destinée à unifier le pays. Les analystes estimaient depuis plusieurs mois qu'il avait été mis à l'écart et sa position de ministre de la Défense semblait intenable. Il est remplacé par Kenea Yadita, un ancien responsable sécuritaire de la région Oromia. Pour la 3e fois cette année, des islamistes radicaux affiliés au groupe État islamique ont attaqué la semaine dernière la petite ville de Mocimboa da Praia dans la province du Cabo Delgado et se sont emparés de son port, indispensable à l'immense projet d'exploitation gazière de la région. Ce groupe multiplie depuis près de 3 ans dans cette province très pauvre à majorité musulmane les attaques meurtrières qui ont fait plus de 1500 morts et plus de 250 000 déplacés. Malgré des renforts militaires et plus récemment le recours à des mercenaires étrangers, le gouvernement du président Philippe Nyusi n'est pas parvenu à ramener l'ordre. Ses voisins ont exprimé lundi la solidarité de la SADC et l'engagement de ces dernières à soutenir le Mozambique dans son combat contre le terrorisme et les attentats violents. Le secrétariat a procédé à une évaluation des nouvelles menaces sur la sécurité dans la région. Les résultats montrent que si la sécurité dans la région de la SADC reste stable, il faut renforcer certains domaines. Il s'agit du terrorisme et de la cybersécurité, la criminalité transnationale organisée, le changement et les catastrophes climatiques, la gouvernance et la démocratie et des questions transversales. Les recommandations proposées pour faire face aux menaces émergentes ont été examinées au sommet de la Troïka le 14 août 2020, c'est-à-dire vendredi dernier. Dans la mise en œuvre des recommandations, la priorité sera donnée aux mesures de lutte contre le terrorisme, les attaques violentes et la cybercriminalité. Malgré les risques d'extension du conflit à d'autres pays de la région, les chefs d'État se sont pour l'heure refusés à y intervenir militairement, comme ils l'avaient pourtant fait en 2017 dans le petit royaume du Lesotho. Philippe Nyusi a pris lundi la présidence tournante de la SADC. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a profité de ce remaniement pour écarter ses opposants internes, au premier rang desquels Lema Megersa, qui était ministre de la Défense depuis 1 an et demi. Il était surtout un ancien allié clé d'Abiy Ahmed dans sa conquête du pouvoir en avril 2018. C'est aussi le cas de la conseillère aux affaires sociales du Premier ministre, Taïba Hassan, qui quitte donc son poste. L'ancien chef de la sécurité de la région Oromia devient pour sa part ministre de la Défense. Takele Ouma, le charismatique et communicant maire par intérim d'Addis Abeba, intègre également le gouvernement prenant le portefeuille des mines et du pétrole. C'est Adanet Abebe, la ministre de la Justice, qui pourrait le remplacer à la tête de la capitale fédérale. Elle ne serait donc restée que 5 mois à son poste. Son adjoint, Gédion Timotheos, prendra sa suite. Le Premier ministre Abiy Ahmed continue de resserrer son équipe autour de lui. Il semble plus que jamais compter sur ses fidèles dans une période troublée. Ce remaniement signe surtout la fin officielle de la collaboration entre Abiy Ahmed et Lema Megersa. Dans un rapport publié ce mercredi, 2 cabinets d'avocats basés à Londres, Alaco et Omnia Strategy, fondés par Cherie Blair, épouse de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, ont conclu que les accusations de détournement de fonds et de tentatives de déstabilisation politique lancées contre l'ancien président du Botswana Ian Khama par son successeur relevaient pour une large part de la fabrication. La réalité est que tout ce que nous avons trouvé, comme nous l'avons déjà dit, ce sont des mensonges et des fabrications, des comptes inexistants et des transferts inexistants, et une somme d'argent incroyable. Ces faits, je pense, parlent d'eux-mêmes.
Le président Kama ou l'ambassadeur Motsepe n'ont rien à répondre car il n'y a aucune preuve que ces transactions aient eu lieu. Any of these transactions took place. This has been a very difficult investigation for me because the chairperson of the African Union. Cette enquête a été très difficile pour moi car le président de l'Union africaine et le président de l'Afrique du Sud, comme vous le savez tous, et cela a été mentionné à maintes reprises, est mon beau-frère. Je n'ai donc pas pu me rendre dans aucune des organisations sud-africaines pour m'aider. J'ai décidé d'aller à l'étranger pour que personne ne dise que nous avons fait cela, parce que nous sommes politiquement liés et que nous recevons maintenant de l'aide. We did this because we are politically connected and we are now helped. Yann Kama, qui n'a pas été formellement inculpé, a toujours nié ces allégations. Il s'est d'ailleurs réjoui de ses conclusions. Le régime en place s'est livré à un parjure en fabriquant un faux scénario de blanchiment d'argent sur des comptes offshore par des personnes et des institutions nommées. Leur intention criminelle a été mise au jour. Le président Mogwesi Masisi et le parquet botswanais n'ont pas immédiatement réagi au rapport.